Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Hello Maëva. Hello Marine. Comment vas-tu? Écoute, ça va Sana, ça va très bien. Et toi? Je vais très bien, merci Maëva. Je suis en direct avec Maëva Boldron, qui est à Paris si je ne me trompe pas. Exactement. Maëva, peut-être que certaines personnes qui me suivent te suivent également ou te connaissent. Mais pour les autres, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, donc je m'appelle Maëva, comme Marine l'a très bien dit. Donc j'habite à Paris et je suis née à Paris. J'ai commencé assez jeune la danse, puis j'ai arrêté et je m'y suis remise à peu près à l'adolescence. J'ai beaucoup dansé. Depuis l'adolescence, j'ai fait horaires aménagés à l'école, etc. pour pouvoir m'investir un petit peu plus là-dedans. Et je suis partie à 18 ans aux États-Unis pour étudier là-bas, toujours la danse. Et j'ai participé, j'ai dansé dans des compagnies, etc. à Paris, aux États-Unis. Je suis revenue ici à peu près il y a 2 ans et demi. Et en fait, sur mon chemin de la danse, j'ai aussi trouvé le yoga grâce à mon frère, qui à l'époque, mon frère Mathieu Boldron, qui à l'époque était dans la comédie musicale. Et donc il a commencé ça, j'étais encore à Paris. J'étais au lycée, mais j'étais en horaire aménagé danse. Et j'ai commencé à aller au Bikram Yoga avec mon frère et sans mon frère. Et puis ça m'a un petit peu accompagnée le long de mon chemin depuis ça, à New York. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres pratiques de yoga et je me suis ouverte aussi à plein d'autres choses. Donc ça, c'est pour ce que je fais. Je ne sais pas si c'est ce que je suis, mais voilà, c'est un petit peu ma petite présentation. Ta petite courte longue présentation. C'est ça. J'espère que c'était assez complet. Écoute, je pense qu'on peut terminer le podcast là-dessus. Merci beaucoup Maëva. Maëva, non merci, c'était une belle présentation. Donc aujourd'hui, tu es prof de yoga sur Paris? Oui, je suis prof de yoga sur Paris. Je vais revenir sur pas mal de choses que tu as dites dans les grandes lignes, parce que je me moquais un petit peu de toi, mais au final, tu as dit plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Et notamment, j'avais envie de parler un peu de ton parcours dans la danse, parce que moi, je t'ai rencontrée du coup à Lomé Yoga, où j'ai pris des cours avec toi. Et c'est vrai, ce qu'on remarque énormément dans ta pratique et donc a fortiori dans ton enseignement, c'est l'influence de la danse. Et j'aurais aimé gratter un petit peu plus, connaître un petit peu ton parcours un peu plus en détail sur le genre de danse que tu as fait, combien d'années tu as fait de la danse et à quel point ça a aussi encore une place dans ton quotidien. J'ai peu de souvenirs de quand j'ai vraiment commencé. Je sais que j'ai fait un peu de danse petite, mais j'ai fait des comment dit-on, des cours d'initiation, etc. Donc c'était plus autour du jeu. J'ai essayé différentes choses. Et puis j'ai une période où je me souviens pas trop. J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs de tout ça, mais je me souviens avoir arrêté un petit peu un moment et avoir eu envie de faire du hip-hop à l'âge de 11-12 ans. Et donc j'ai fait ça, j'ai pris des cours pour les ados et j'avais un super prof qui était vraiment derrière moi parce qu'il voyait que j'avais envie, comme on disait souvent, que j'avais faim. Et du coup il m'a beaucoup poussée. Et en fait lui et sa copine étaient sur un projet chorégraphique d'une comédie musicale pour les adolescents. Qui s'appelait Virula à l'époque, et c'était une comédie musicale qui séparait un petit peu les chanteurs, les danseurs. Les chanteurs étaient plus acteurs, les danseurs un petit peu, mais on avait donc plus le rôle de danseur. Et donc c'était ma première audition, il m'a dit d'y aller, etc. Donc j'ai fait cette audition et c'est ça un petit peu qui m'a
qui m'a fait me rendre compte que j'avais envie de faire ce métier, d'être sur scène, mais aussi d'apprendre, de répéter, de faire partie d'un processus, etc. Et du coup, c'est ça qui m'a un petit peu propulsée. Et puis à l'époque, c'était vraiment le hip-hop qui m'intéressait. J'étais une fan de Sofia Boutella. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de Sofia Boutella qui faisait les pubs pour Nike, qui faisait aussi de la gymnastique rythmique. Donc c'était une grosse inspiration pour moi. Et en fait, dans cette comédie musicale, il y avait aussi un peu plus de modern jazz, de basse classique que j'ai dû introduire au fur et à mesure et qui m'ont plu. Et au sortir de ces 2 ans quand même de spectacle, donc j'avais peut-être, à l'époque, j'avais peut-être 16 ans, même un petit peu plus jeune, entre 14 et 16 ans, je me suis rendu compte que je voulais apprendre un peu plus la technique de la danse classique, du jazz, du moderne, mais pour pouvoir soutenir ma technique hip-hop et aller plus loin. Et puis au final, j'ai commencé à aller prendre mes premiers cours au studio harmonique. J'ai trouvé un lycée en horaire aménagé, mais je me faisais mon propre emploi du temps alors que les autres étaient en conservatoire. Donc parfois je me sentais un petit peu moins forte que les autres ou avec un petit peu de retard parce que j'étais juste ancrée dans le hip-hop et par rapport aux autres filles de ma classe, j'avais commencé le classique et toutes ces choses-là plus tard. Mais au final, j'ai bossé, etc. J'ai continué. J'ai aussi eu des gens autour de moi qui ont vu mes qualités et qui m'ont permis aussi de croire en ce que je croyais pas, en fait, parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc ça m'a porté d'avoir des personnes comme ça. J'ai eu la chance de pas avoir trop de personnes destructrices, parce que dans ce genre de discipline, c'est un peu comme ça autour de moi. Et donc après ça, j'ai connu Elvin Ailey, qui est une compagnie et aussi une école aux États-Unis. Je l'ai connue quand j'étais dans mon école de jazz à Paris, Ricodums, où j'ai commencé à apprendre le classique, le moderne et le jazz. Et donc par eux, j'ai connu Elvin Ailey. Et j'ai adoré. J'avais acheté mon premier DVD où je regardais des anciennes vidéos et en fait ça me parlait tellement, la manière dont il dansait, ce qu'il racontait, c'était presque comme si j'avais déjà vécu ça. Je sais pas pourquoi ça me parlait tellement, mais c'était incroyable. Et en fait j'ai décidé d'aller passer l'audition avec ma meilleure amie à New York. Donc on a fait ça toutes les deux, on est partis 1 semaine et à la rentrée d'après, du coup, je commençais mon training, ma formation à Elvin Ailey, un training qui devait durer au départ entre 1 an et 2 ans. Puis finalement, j'ai eu des bourses pour continuer à grandir dans l'école et j'ai fait 4 ans là-bas, classique, moderne, à un niveau assez élevé et puis j'ai pu passer des auditions pour même danser en tant qu'étudiante, mais danser avec la compagnie, pour auditionner pour la 2e compagnie, des choses assez incroyables qui sont arrivées. Et puis j'ai commencé mes dernières années d'études là-bas à bosser pour des petites compagnies, pour des projets, pour des choses moins bien, pour des choses mieux. Et voilà, ça c'est un peu au niveau de la danse. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, je pense que tu nous as dit plein de choses, c'était hyper intéressant. La question que je me pose, c'est en fait, tu as commencé la danse sur Paris et à un moment, tu as bougé à New York, c'est ça? Oui, j'ai commencé la danse à Paris. Donc quand j'ai fait la comédie musicale dont je parlais, j'étais à Paris. C'était dans les banlieues parisiennes, etc. Et puis, au bout de la 2e année de spectacle avec cette comédie musicale, j'ai commencé à être formée chez Ricodums à Paris, dans ce centre jazz. Et j'ai fait 3 ans à peu près
presque 3 ans. Et après ces 3 ans, je suis partie 4 ans à New York. Et c'est là que tu avais 16 ans, c'est ça? J'avais 16 ans pour la comédie musicale et 18 ans quand je suis partie à New York. Ok, et tu as rejoint ton frère du coup directement ou quand tu y es allée, au final, tu étais toute seule? Non, en fait, mon frère était pas à New York, il était à Paris. Il était à Paris? Non, il était peut-être pas à Paris. Mon frère, je crois, voyageait déjà, mais pour la comédie musicale, pas pour le yoga. Et du coup, j'y suis allée toute seule. Et t'as pas eu une appréhension au-delà, tu vois, du fait que voilà, t'allais te mettre à fond dans une pratique. Est-ce que t'as pas eu une appréhension au fait de partir toute seule, entre guillemets, parce qu'il y avait ton ami, mais partir quand même toute seule, vivre à New York pour commencer quelque chose, peut-être un de tes rêves, justement? Non. En fait, je crois que parfois dans la vie, ça peut être difficile de faire des choix, mais quand on est jeune, on a ce truc, dépendant de la situation familiale, si on est soutenu et tout, mais on a ce truc des fois d'enfant de pas avoir peur du danger. Et en fait, c'est facile de faire les choix, mais après, les conséquences, parfois, elles sont difficiles. Mais faire le choix de ça m'a pas fait peur. Ça a fait peur à ma mère, mais ça m'a pas fait peur à moi. Ça a été difficile pendant les 4 ans. Il y a eu des moments très difficiles, mais faire ce choix-là, c'était pas une difficulté. Quand je suis arrivée à New York, le soir où je suis arrivée à New York depuis Paris et que je savais que j'allais... Voilà, ça y est, je commençais à quelque chose de nouveau. J'allais plus vivre avec mes parents, j'allais être loin. Le soir où je suis arrivée, ouais, j'ai pleuré. Mais sinon, voilà. Je pense que, enfin, tu vois, moi, j'avais fait une année d'études aux États-Unis, à Chicago, et en fait, on a un peu ce côté, genre, comme tu disais, quand t'es jeune, en fait, t'as pas ce côté, tu sais, pragmatique, où tu penses pas trop aux aspects pratiques, tu te laisses juste porter parce que ce qui t'anime, et c'est ça qui est beau aussi quand on est jeune. Et pareil, quand j'ai atterri à Chicago, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Pourquoi je suis là? Exactement. Et comment se sont passées au final ces 4 années pour toi? Est-ce que tu les as vécues vraiment comme un rêve qui se réalisait ou au-delà, tu vois, bien sûr, des hauts et des bas de la vie de tous les jours, mais est-ce que c'est une époque qui te ramène des beaux souvenirs ou est-ce que tu as encore des choses qui sont plus difficiles à garder pour toi? Alors, tellement de beaux souvenirs. Tellement de beaux souvenirs. Il y a aussi des choses plus difficiles. Mais je peux rentrer un tout petit peu dans les détails. En fait, c'était un rêve d'étudier dans cette école. Mais après, en fait, quand on a un premier rêve et on a toujours un désir appelle un autre désir qui appelle un autre désir. Et parfois, on oublie ce qu'on a déjà eu. Et moi, j'avais le rêve de rentrer dans la compagnie Alvin Ailey. Et c'est pas forcément à quel point vous êtes bon ou à quel point... C'est bien sûr, ça compte. Mais il y a aussi d'autres choses qui font partie de la vie, qui font que c'est pour vous ou c'est peut-être pas pour vous. Mais en fait, déjà, j'avais en moi ce truc qui me disait que je peux y arriver. Et en même temps, j'avais ce manque de confiance en moi qui parfois m'a beaucoup ralenti, mais qui m'a fait apprendre énormément sur moi. Mais en fait, j'ai réalisé des choses que j'aurais jamais pensé à... J'ai dansé avec ces personnes, même si j'ai pas été membre de la compagnie. J'ai fait des trucs incroyables et avec du recul, je me le rappelle parce que des fois, quand je l'ai vécu, le fait d'être à 2 doigts, d'avoir quelque chose, parce qu'on se rapproche et au final, ok, on n'est pas choisi. Et ben parfois, c'est la fin du monde, c'est une catastrophe. Et aussi, on est entouré par cette énergie d'émulation et voilà, d'être le meilleur qu'on puisse être, d'être choisi, d'être élu, d'être ci, d'être ça. Mais parfois, on dramatise et on ne voit pas déjà ce qu'on a. Et on regarde, voilà, c'est un travail de toujours, surtout avec le miroir des fois, de toujours voir ce qu'on n'a pas.
Les profs n'encouragent pas forcément ça. Il y a des super profs qui ont des discours incroyables, mais on est jeune et bien sûr, on a envie de se perfectionner au maximum. Donc voilà, avec du recul, j'ai aussi beaucoup de... je suis contente en fait du chemin que j'ai parcouru. Après, je sais que des fois, quand je regarde des photos, j'aimerais retourner à cette époque, peut-être avec avec plus de force mentalement. Et ça, parfois, ça peut me rendre un petit peu nostalgique. Mais je me rappelle que c'est pas une époque qui est terminée. Enfin, elle est terminée, mais là, je suis en train de continuer ce que j'ai construit, même si je suis plus là-bas, même si j'ai arrêté cette école, même si j'ai arrêté certaines compagnies. Je suis toujours dans la continuité, même si c'est cette impression d'avoir eu plusieurs vies dans une seule vie, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a toujours ce côté, tu sais, on aimerait un peu faire les choses différemment, mais elles auraient jamais pu vraiment être différentes parce que, comme tu l'as bien dit, c'est un chemin de construction et les erreurs qu'on a faites ou la façon dont on l'a fait, c'était lié à l'instant T d'où on était, nous, dans notre processus de construction et que tout ce qui fait que tu es cette personne aujourd'hui, c'est aussi tout ce que tu as vécu et la manière dont tu l'as vécu et les choix que tu as fait. Et je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas regretter, au contraire, je pense qu'il faut arriver à avoir un regard extérieur assez fier au final de tout ce que tu as accompli, parce que visiblement tu as quand même accompli beaucoup de belles choses et toutes ces choses en fait font vraiment qui tu es aujourd'hui et te permettent de te construire aujourd'hui Maëva en 2020. Totalement. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore la danse dans ta vie ou c'est quelque chose que tu as complètement sorti ? J'ai toujours la danse dans ma vie. Ça a été un truc difficile parce que pour moi, j'ai jamais arrêté. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des trucs comme Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, etc., qui sont super, mais qui donnent aussi une certaine image de nous. Et en fait, quand je suis revenue à Paris, quand j'ai commencé aussi à enseigner le yoga un peu plus, j'avais souvent des réflexions qui n'en sont pas, mais juste des remarques du style ah, mais en fait, t'as arrêté la danse, tu fais que du yoga, ou on m'appelait... il y avait des personnes qui m'appelaient Miss Yoga, ou Miss ci, Miss ça, et en fait, c'était dur pour moi en fait d'entendre ça parce que j'avais pas envie d'être mise dans une boîte et j'étais encore en train de... Je savais pas en fait quel chemin je prenais, mais j'ai jamais pris la décision en fait d'arrêter la danse, mais les autres parfois jugeaient pour moi sans forcément s'en rendre compte de l'extérieur que j'avais arrêté la danse parce que j'avais arrêté certains projets en fait qui m'intéressaient plus et que je sentais soit qui me faisaient du mal mentalement, soit qui me faisaient pas grandir ou que j'appréciais moins les processus pour certaines raisons, mais c'était pas que j'aimais plus danser ou que voilà, je me suis dit juste que je ferais les choses que j'aime faire et que je sens qui me font grandir, mais que j'allais pas courir après un contrat juste pour me rassurer et me dire que je dansais pour quelqu'un en fait, que si je voulais continuer à danser, je prenais des cours de danse que je fais et maintenant en fait je vais juste vers les personnes qui m'attirent et je prends des workshops soit en France, soit à l'étranger. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent dans la danse, dans aussi d'autres disciplines, mais qui pour moi en fait me servent en tant que danseuse, en tant que prof, en tant qu'être humain, en fait, c'est un peu difficile pour moi de limiter les choses à danseuse ou prof de yoga ou ci ou ça. Bien sûr, il faut ces titres parce qu'il faut que ça rentre dans une case pour la société, pour que les gens comprennent. Mais en fait, pour moi, c'est plus que ça, c'est pas que ça. Et c'est hyper intéressant justement ce que tu dis et c'est aussi ça qui... moi qui me rendais aussi curieuse par rapport à toi Maëva parce que ouais t'es prof de yoga mais
il y a un truc qui est un peu plus grand et on en parlait, tu sais, par rapport justement à la singularité et trouver sa spécificité en tant que, entre guillemets, prof de yoga parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de grands profs de yoga et même des profs à tous les niveaux, mais et la façon aussi de se distinguer, c'est d'arriver à apporter ce truc vraiment singulier. Pour moi, et tu vas me dire si je me trompe, et tu peux me corriger sans souci, pour moi, tu es professeur de yoga, mais moi, j'envisage le yoga comme quelque chose d'un peu plus large que juste, tu sais, une succession de postures qui sont dans des bouquins. Et pour moi, le yoga un peu plus moderne, c'est un yoga qui va intégrer justement d'autres pratiques, d'autres enseignements. Et pour moi, Maëva Boldron, c'est professeur de yoga, mais c'est aussi professeur de danse et beaucoup de mouvements aussi, parce que c'est quelque chose... bah, tu vois, quand je scrolle sur ton fil Instagram ou qui te connaît un petit peu, je sais un peu ce que tu fais au quotidien, quelles sont tes pratiques. Et le mouvement, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment... qu'on retrouve vraiment, en fait, aussi bien dans ta pratique et dans ton enseignement. Et il y a un côté très artistique aussi qu'on ne retrouve pas nécessairement dans beaucoup de profs de yoga. Est-ce que tu te retrouves pas plutôt du coup, parce que tu vois, tu disais t'aimes pas trop être catégorisé et ça je suis complètement d'accord. Je trouve que la société en fait a besoin en effet qu'on soit mono-tâche entre guillemets, mais on est de plus en plus polyvalent justement. Est-ce que t'aimerais pas au contraire plutôt être considérée comme une artiste? Je sais pas en fait, enfin oui et non parce que enfin pour moi je pense être une artiste mais de par mon état d'esprit etc. Après j'ai pas forcément besoin que les autres me le disent mais ouais je sais pas trop je sais pas trop mais en tout cas professeur de yoga tu vois ça me va aussi, tu vois, qu'on me dise que je suis prof de yoga, parce que je le suis. Mais c'est juste que pour moi, peut-être que l'image de professeur de yoga, ça peut juste être... les limites peuvent être étendues, parce que le yoga, c'est... Voilà, en vrai, les postures qu'on fait dans le yoga, c'est des postures qui viennent aussi de la gymnastique. Donc voilà, et quand on va prendre un cours de gymnastique, on ne dit pas je prends un cours de yoga, mais pourtant il y a des choses qui sont les mêmes au niveau physique. Et comme certains peut-être le savent, c'est le côté physique du yoga, c'est 1/8 du yoga. Donc en fait, n'importe quelle pratique, une pratique de mouvement, une pratique de danse, une pratique artistique peut être faite avec un état d'esprit ou une philosophie yogique derrière. Donc bon, le titre de prof de yoga ou de yoga practitioner me dérange pas en soi, mais ce qui me dérange, c'est ou ce qui est difficile des fois je pense que j'ai aussi cette image quelque part, parce que j'ai été conditionnée avec ça, mais c'est l'image des fois qu'il y a derrière la Instagram yogi star qui est très, très bien. C'est une image honorable aussi, mais c'est juste pas... C'est vrai que parfois, j'ai pas envie d'être assimilée à ça. Après, bon, si les gens m'assimilent à ça, c'est leur histoire et c'est à moi de me détacher aussi. En fait, c'est de se dire aussi que le yoga, enfin la définition qu'on a du yoga, c'est censé quand même être un peu plus large et qu'il faut aussi parvenir, je pense, à voir un peu plus loin que peut-être juste qu'on voit sur Instagram. Surtout quand on parle, je pense, d'un professeur ou d'une personne, ça va plus loin que juste le terme yoga. Et à quel moment tu as choisi de commencer à enseigner le yoga? J'ai commencé, alors j'étais encore à New York quand je vivais encore à New York quand j'ai pris mon premier training. C'était dans ma dernière année à New York. Je suis partie en fait en Thaïlande 2 mois et après ça, je suis revenue à New York. J'ai fini
J'ai fini septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis en janvier ou février, je crois que je suis retournée à Paris. Ça devait être provisoire, enfin je savais pas trop, mais je me disais que j'allais retourner à New York. Et puis finalement j'y suis retournée, mais j'y suis pas retournée pour y rester parce que j'avais construit des choses à Paris, dont le commencement de mon enseignement. Donc j'ai attendu peut-être 4-5 mois avant de commencer à enseigner le yoga. C'était en 2000. Je suis très, très nulle avec les dates. Je sais plus. Mais c'était il y a 3 ans ou 2 ans et demi. Non, c'était il y a 2 ans et demi en fait, il me semble. Ouais, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et c'est un choix vraiment... quand tu as fait le choix d'enseigner le yoga, c'était vraiment un choix de cœur ou c'était un peu un choix, je vais pas dire de dépit parce que ce serait vraiment un terme fort et c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire, mais le fait peut-être d'avoir voulu mettre la danse un petit peu de côté a fait te dire bon bah voilà maintenant j'enseigne le yoga. C'était quelque chose qui se voulait complémentaire parce que pareil encore, j'ai pas voulu mettre la danse de côté. C'était juste, j'avais besoin en fait à ce moment-là, l'énergie de New York j'avais plus la force en fait de rester dans cette énergie parce que c'est une énergie incroyable, mais si on est fatigué ou si on est un peu déprimé, etc., ce que j'étais, parce que j'étais en train de faire les papiers pour mon visa d'artiste et en fait je faisais tout moi-même et ça prenait un temps incroyable et c'était vraiment dur ce moment parce que ça prend des mois et des mois quand c'est pas... J'avais bien sûr un avocat, mais si on veut payer moins cher, faut faire le travail tout seul et c'est beaucoup de travail et des fois on fait plus que ça et en fait c'est ce qui m'arrivait et c'était vraiment dur. Je dansais pour certaines personnes, des gens que j'aimais beaucoup, certains, mais c'était pas des choses stables, c'était des choses j'étais pas forcément payée, etc. Et vivre à New York avec ça, c'est hyper dur et j'étais juste drainée et du coup j'avais besoin de faire une pause et je me suis dit ok, je vais rentrer à Paris. Je vais rester et pour une fois, je vais pas me dire je reste à Paris tant de temps. J'ai pris un billet aller simple parce que j'avais pas d'attache vraiment à New York à part les gens pour qui je travaillais, mais beaucoup je travaillais gratuitement. Donc c'était un peu dur pour ça. Donc je suis revenue et puis je me suis dit je fais une pause. Pas une pause de danse, juste une pause de New York. Et puis dès que je suis revenue, j'ai eu des projets de danse ici. Et à côté, je me suis dit, je vais commencer à enseigner. Comme ça, je vais me faire aussi des sous parce que j'avais besoin d'un autre moyen aussi pour créer un revenu. Et puis, pour me lancer, en fait, parce que j'avais pas cette... J'ai dit plusieurs fois, je me souviens avoir dit plusieurs fois que c'était le yoga, enfin la profession en tout cas de professeur de yoga qui m'avait choisi et que c'était pas moi qui l'avais choisi. C'est juste rentré dans ma vie et l'inspiration de mon frère et le fait que je me rende compte aussi que j'ai certaines capacités à pouvoir exprimer certaines choses et peut-être aider les gens comme moi je me suis aidée avec cette pratique. C'était plus un devoir en fait. Et bien sûr après ça s'est transformé. Et il y a des fois, j'avais plus envie d'enseigner parce que j'avais envie de danser plus ou j'avais peur aussi de trop me plonger dans le yoga et de devenir l'image que j'en avais, que les gens disaient souvent, par exemple, ouais, t'as arrêté la danse. J'avais peur en fait de ça inconsciemment, mais je m'en rendais pas compte. Et du coup, je m'investissais pas comme je devais m'investir. C'est juste, c'était pas le moment, mais je m'investissais dans le yoga, mais pas, je voulais pas genre me remplir la semaine de cours parce que je voulais absolument me laisser l'espace de la danse, etc. Même si je cherchais pas à avoir plus de contrats ou plus de choses.
Mais ça m'a emmenée dans un endroit où j'étais sûre de rien et où je savais pas trop où est-ce que j'allais avec le yoga, avec la danse. Et donc c'était aussi un moment difficile. Mais le yoga et l'enseignement du yoga, ça m'a permis de voir que j'avais beaucoup de choses à donner. Et aussi, en fait, le fait d'enseigner la pratique du yoga, c'est assez incroyable parce que on enseigne ce qu'on doit s'enseigner aussi soi-même. Donc c'était un double chemin, et le fait de prendre de la perspective pour pouvoir donner ça aux gens, j'ai pris de la perspective aussi sur moi pour me le donner à moi, et ça a créé cette espèce d'échange, et aussi ça a créé la confiance en l'avenir simplement. Aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir justement réussi à trouver cet équilibre dans ta vie en tant que à la fois danseuse et professeure de yoga / yogini aussi? Je me sens beaucoup plus équilibrée. Après, je pense que l'équilibre, c'est comme son nom l'indique, c'est pas stable. Enfin, c'est stable, mais c'est toujours l'équilibre, c'est toujours le mouvement en fait. Donc il y a jamais, il faut toujours balancer les choses, et parfois on perd un petit peu plus l'équilibre et parfois ça revient. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de confiance en moi et en l'avenir, parce qu'en fait la vie me montre depuis le début qu'en fait plus j'ai confiance et mieux ça se passe, plus je fais les choses que j'aime sans avoir c'est important d'avoir des objectifs et d'avoir certaines perspectives, mais on n'est pas obligé d'avoir un grand objectif, une grande finalité, un grand rêve. On peut en avoir un et c'est très bien, mais si on n'en a pas et si on ne sait pas, c'est ok. Il faut juste faire les choses qu'on aime faire et accepter parfois qu'on passe par certaines transitions ou qu'on est à un moment où on a besoin de générer une certaine énergie en nous consacrant à un truc, mais de savoir que les autres choses ne sont jamais perdues. C'est juste que dans la vie, on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il y a des moments pour tout. Mais si on pense qu'on a besoin d'autres choses et qu'il y a d'autres choses qui nous appellent, on peut toujours les générer, on peut toujours les travailler. Il faut juste continuer à cultiver cette confiance et y aller, quoi. Avoir confiance, mais y aller. Tu te dis pas aussi, et je rebondis sur ce que tu dis, que moi, ce que je ressens dans ce que tu me dis, c'est qu'au final, tu as quand même énormément lâché prise sur le jugement peut-être des autres, et lâcher prise aussi sur toi-même en te disant que tu n'as pas forcément besoin de te mettre une étiquette ou de te mettre dans une boîte, et que ce lâcher prise, naturellement, t'a permis d'arriver à créer en fait ce tout qui combine à la fois le yoga, la danse, le mouvement, enfin toutes les choses qui te plaisent et qui te définissent, pour finalement t'affirmer en tant que Maëva, en tant que personne, et aussi en tant que prof de yoga aujourd'hui. Totalement. Et c'est que le début, parce que ça fait pas si longtemps, je vais dire là, cette dernière année, à partir de janvier 2019, c'est là où j'ai commencé à comprendre ça et à intégrer ça. Mais c'était hyper progressif, et ça l'est encore. J'ai encore du travail, mais j'ai beaucoup plus confiance et je vois beaucoup plus clair, et je me rends compte de plus de choses. Mais ouais, c'est ça qui m'a permis cette espèce de lâcher prise, d'acceptation, mais qu'il faut constamment. C'est important de la travailler constamment, quelle que soit la manière dont on la travaille. C'est quelque chose qui n'est jamais, comme tout en fait, quelque chose qui n'est jamais acquis. T'as le sentiment quand même que le yoga, l'enseignement, en fait, au final, cette direction que t'as prise, t'a permis quand même de te donner, tu sais, une direction pour t'aider en fait justement à t'ancrer et à créer ce que tu avais envie de créer, même si tu vois, tu n'avais pas en tête un but ultime. Le fait de te dire bah voilà, maintenant je vais dans l'enseignement du yoga et entre guillemets adviendra qui pourra, et au final te rendre compte que naturellement le yoga en fait
t'a permis de te construire et peut-être aussi à reprendre et à gagner confiance en toi. Oui, carrément. Carrément. Et heureusement que j'ai eu ça, parce que sinon, en fait, c'est le yoga qui a permis d'ouvrir tout le reste et de me rendre compte que je pouvais faire tout ce que je voulais faire. Mais que c'était juste des fois une question de temps, une question d'espace. Toi, t'as jamais voulu, ou tu l'as peut-être jamais... t'as peut-être jamais eu l'opportunité, mais tu n'enseignes pas la danse. Je l'ai enseigné vraiment de manière quelques fois comme ça. C'est pas un truc auquel je suis... franchement, ça, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je suis allée chercher. Parfois, mes élèves me demandent. Mais par contre, en fait, de plus en plus dans mes intensifs que je propose ou dans mes retraites, il y a une pratique en général qui est plus... je parle au niveau physique, qui va ressembler plus à du yoga. Et puis, il y a une autre pratique qui va être beyond the mat. Et ça va introduire d'autres choses qui m'inspirent, de personnes qui m'inspirent, qui viennent du mouvement ou qui viennent de la danse. Je ne savais pas trop comment transcrire ça au départ ou le partager. Et je ne savais pas si je voulais le partager parce que ma hantise, c'était de faire du yoga danse. Ça, c'était le truc que je voulais absolument pas faire parce que ça me parle pas du tout et pour moi, c'est pas... pour moi, c'est juste ça me correspond pas et je trouve pas que ce soit... que ça honore ces disciplines. Mais après, c'est un choix. C'est juste moi, personnellement. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à travers le mouvement, à travers la danse, à travers ces choses que moi je vivais, je pouvais arriver à transmettre des éléments aux gens qu'ils puissent les utiliser. Et même si c'est pas du yoga, parce que j'avais peur de transmettre aussi un truc qui est pas du yoga à des gens du yoga, parce que je me suis dit, ça se trouve, ils veulent pas faire ça. Pourquoi ils feraient ça ? C'est quoi l'objectif ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait, à travers cette philosophie du yoga, on pouvait en fait transmettre plein de choses et ouvrir plein d'horizons et pousser les limites d'un rectangle en fait qui est le tapis en fait. Et au final, je pense que ça, j'en avais aussi parlé un petit peu dans l'épisode avec Mathieu, mais c'est aussi de se dire que toutes ces pratiques à côté, c'est aussi des outils qui te permettent de développer ta conscience de ton corps et donc ta pratique du yoga. Totalement. Et aussi ta créativité dans certains cas. Après, ça implique d'autres conversations sur l'art, qu'est-ce que l'art, machin et tout. Et c'est difficile de répondre à ça parce qu'en vrai, il y a pas vraiment de réponse. Enfin, il y a des réponses, mais il n'y a pas vraiment de vérité avec un grand V. Mais je pense qu'on est des êtres créatifs, on est des êtres artistiques sans... Enfin, faut le voir ou faut le manifester pour dire que c'est artistique, mais je pense que aussi ce côté peut être hyper thérapeutique de se rendre compte de sa créativité et de l'exprimer. Après, on n'est pas obligé à chaque fois de mettre un terme sur ce que c'est, c'est important de se poser la question de pourquoi on fait quelque chose, etc. Mais il n'y a pas besoin de définir tout à chaque fois. Oui, c'est important de se garder, je pense, une part de liberté et de laisser aussi un peu place à l'intuition et à ce que son corps et ses envies nous demandent. Tu parlais justement de noms dans la danse ou dans le yoga qui t'inspiraient. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 2 ou 3 noms de personnes qui vraiment t'inspirent au quotidien pour développer aussi bien ta pratique que ton enseignement ? Tom Wexler. Tom Wexler, je l'ai trouvé il y a plus d'1 an, il y a 1 an et demi maintenant. Et en fait, il m'a révolutionné
Je pense qu'il ne le savait pas forcément au début, mais en fait, je me suis rendu compte de plein de choses qui étaient possibles. Et aussi, en fait, j'ai vraiment connecté avec sa manière de transmettre sa pratique qui, pour moi, en fait, sa pratique qui touchait les gens qui viennent de la movement culture, un peu plus genre Ido Portal, etc. Et il touchait à la fois des gens qui venaient de, je sais pas, du milieu un peu plus fitness ou du yoga. Et puis il touchait des danseurs. Et c'est un danseur, c'est un acrobate. Il a fait beaucoup de capoeira, il fait beaucoup de jiu-jitsu aussi. Donc bien sûr, il a plein de différentes pratiques. Mais en fait, il va vraiment au-delà de l'esthétisme. Et il arrive à rassembler en fait plein de différents backgrounds et à aller vraiment dans la philosophie du mouvement, dans la philosophie de la danse, dans des questionnements artistiques, des questionnements qui nous concernent en tant qu'être humain. Et en fait, il y a tellement de richesse dans sa pratique, c'est difficile, moi, de l'exprimer avec des mots. Mais en tout cas, pour travailler avec lui, il faut vraiment... c'est ouvert à tout le monde, mais il faut vraiment avoir envie et être investi, s'investir en fait. S'investir dans sa pratique, s'investir dans la recherche. Donc il y a Tom, il y a Ido Portal, bien sûr, m'a inspiré, et des personnes autour de lui. Et après, j'ai découvert aussi Movement Practice Paris, qui est entre guillemets dirigé par Alain Cou, que j'ai rencontré sur un événement d'Ido Portal à Lisbonne. Et en fait, je me suis rendu compte que la communauté de movement culture, elle existait, elle commençait un tout petit peu à exister à Paris, parce que j'ai rencontré donc Alain là-bas, et aussi une autre personne, et puis qui commençait à développer un petit peu leur truc, mais c'était tout petit, et puis maintenant ça commence à grandir. Donc ça, c'est aussi une pratique super enrichissante, qui, peu importe ce qu'on fait, qu'on fasse des arts martiaux, qu'on fasse de la danse, qu'on fasse rien du tout aussi, ça peut être une super pratique pour découvrir le mouvement, découvrir son corps, et puis après l'accès comme on veut l'accès. L'accès, c'est pas forcément juste suivre Ido Portal, ça peut l'être, mais ça peut être d'autres choses. Et puis voilà, après j'ai plein d'amis que j'ai rencontrés, Nelson Solis, qui est aussi un être incroyable, un philosophe, un poète, et en fait ça transpire dans sa pratique de mouvement. Et c'est en fait ce que j'aime, c'est quand on transcende cette physicalité, et qu'elle devient art, ou qu'elle se transforme. J'ai pas encore, je suis pas une super je suis pas super éloquente, mais j'ai du mal encore à tout comprendre, à savoir pourquoi j'aime ça, ou comment trop le transmettre avec des mots. Mais en tout cas, cette idée de transcender un peu la physicalité, et puis d'aller dans la science du mouvement, dans l'étude, dans la profondeur, cette idée de processus et pas forcément de finalité. Bien sûr, il y a quelque chose de vachement enjoyable, enfin, tu vois, vachement enrichissant et agréable quand on arrive à faire quelque chose, mais tout le processus de technique, mais aussi de géométrie, d'espace, qui inclut vraiment toutes ces différentes qualités, qui va dans la qualité. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aime pas juste faire un truc parce que... et le copier, pas que ce soit bête, parce que des fois c'est bien de copier, mais j'aime bien rajouter aussi des choses et aller vraiment dans la recherche. Et ces gens-là m'inspirent. Il y a plein d'autres personnes qui m'inspirent, que j'ai sûrement pas citées, et je m'en excuse, mais
c'est les personnes auxquelles je pense là en premier, et plein de danseurs, Jade Fellman, des danseurs aussi que j'ai rencontrés au Costa Rica, voilà. Je pense que ce que tu disais, c'est vrai en fait que en fait, le fait d'apprendre vraiment quelque chose, même si c'est très analysé, mais le fait de vraiment capter cette technique dans les mouvements te permet en fait inévitablement d'approfondir et d'aller plus loin dans ta pratique et de pouvoir en effet être plus créatif et plus intuitif. Oui, ouais, et c'est pour ça que la technique et enfin voilà, apprendre le mécanisme de certaines choses, et ben c'est aussi hyper important, et ça aussi c'est un truc, des fois je me sentais un petit peu timide de certaines choses parce que je sentais que techniquement parfois il me manquait des choses pour faire des trucs qui étaient cool, que j'avais envie de faire, et en même temps il y avait le côté de moi qui était plus artistique, qui disait bah oui, mais il faut que tu le penses dans ce sens, dans le sens de la rondeur, dans le sens à utiliser l'imagination de telle manière. Donc, mais comment en fait la technique peut servir. La technique en fait est au service de la créativité, elle est au service de l'imagination, elle est au service de la philosophie, elle est au service de plein de choses. Et du coup, c'est normal des fois de séparer les deux. Mais c'est chouette de pouvoir à un moment donné les allier, mais c'est normal des fois d'être plus entre guillemets peut-être pragmatique ou ouais, sur le côté technique, et après de créer autour de ça d'autres choses. Est-ce que tu as un ouvrage yogique qui t'inspire au quotidien ou qui est toujours déposé sur ta table de chevet? J'en ai, je le dirais pas comme ça, pas déposé sur ma table de chevet, mais il y en a un que j'ai beaucoup utilisé, qui était le livre de Dharma Mitra, Life of a Yogi, mais je dirais quand même les Yoga Sutras. J'ai le petit Yoga Sutra qui traditionnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses inspirantes dedans. Est-ce que tu as des projets à venir, moyen, long, court terme? Oui, toujours. Déjà, projet. Bon, j'ai un événement, j'ai une retraite à la fin de l'année, du 26 décembre au 2 janvier, pour le Nouvel An à Fuerteventura en Espagne, qui va justement un événement une retraite de yoga et mouvement. Et ce sera ma première retraite, donc je suis assez excited for this. Et ce sera une retraite bilingue, donc français et anglais. Et sinon, après, dans le futur, enseigner l'enseignement dans certains festivals. Il y aura des workshops, etc. Mais j'aimerais peut-être un jour, je ne sais pas exactement si ce sera sous cette forme-là, je vais dire créer un festival. C'est une idée que j'ai, mais c'est pas forcément, ça n'a pas forcément besoin d'être un festival, juste j'ai envie de rassembler ces personnes qui m'inspirent et de travailler avec eux, de créer quelque chose avec eux. Je ne sais pas encore sous quelle forme, je ne sais pas encore comment. Mais en tout cas, un projet, des projets artistiques aussi qui puissent inclure pourquoi pas le yoga sans tout mélanger, sans que ça devienne yogans. Et aujourd'hui, si tu devais, on n'aime pas trop parler au futur, mais c'est pas grave, on va parler un petit peu au futur. Si tu devais te dire qu'il fallait que tu vives quelque part, est-ce que tu te dirais, voilà, moi je vis à Paris, ou tu dirais je vis à New York, ou est-ce qu'au contraire tu as envie de te dire maintenant que tu as envie de voyager et c'est comme ça au moins pendant un temps que tu aimerais faire ta vie? Alors, donc le fait qu'il y ait eu le confinement, déjà ça a beaucoup changé ma perspective, dans le sens où ça fait un petit moment, en fait ça fait depuis que je suis revenue de New York, pour moi Paris c'est pas... je sais très bien que Paris, c'est pas l'endroit où j'ai envie de vivre, de m'installer, de rester.
Mais comme je vis souvent avec cette idée, et ben depuis le confinement et le fait de ne pas pouvoir trop se projeter, ben je me suis dit qu'en fait, fallait vraiment que j'accueille cette période et que je vive ici pleinement. Donc pour l'instant, j'habite à Paris. Et dans le futur, peut-être en 2021, si on peut voyager, ce que je pense qu'il sera possible, mais on ne sait pas parce qu'il s'est passé des choses, personne ne pensait que ça allait se passer. Donc si c'est possible de voyager, j'aimerais continuer à voyager beaucoup. Pas forcément en ayant l'idée de à chaque fois revenir à Paris, mais si je dois revenir à Paris pour retrouver des forces ou réorganiser certaines choses, ma base ce sera Paris, mais je voyagerai. Après, je suis très ouverte à l'idée de continuer à voyager, mais pourquoi pas de tester, habiter autre part pendant quelques mois et voir ce que je peux construire autre part. Peut-être en Amérique du Sud, peut-être, je sais pas, en Asie, mais clairement, récemment, c'était plus l'Amérique du Sud, et je pense y retourner l'année prochaine. Donc voilà, je suis assez ouverte, mais en tout cas, ces quelques mois, j'ai besoin d'être présente. J'ai surtout besoin d'être présente et de me dire... Là, je suis à Paris, j'habite à Paris et je construis ici, en fait. Chaque chose en son temps et vivant dans l'instant présent. Merci beaucoup, Maëva, d'avoir partagé tout ça avec nous, avec ta sensibilité, ton art et ta douceur. On va terminer ce podcast avec juste une petite session de questions tac au tac. Oula. J'adore les réactions à chaque fois. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est très simple. Est-ce que tu es prête, Maëva ? Tu n'as pas le droit de réfléchir longuement après la question. Ça marche. C'est parti. Maëva, si tu pouvais avoir un super pouvoir. Guérir tout le monde. Si tu pouvais te téléporter là maintenant tout de suite, où est-ce que tu irais ? Costa Rica. Si tu devais choisir entre enseigner ou pratiquer le yoga ? Enseigner. Ta couleur préférée ? Bleu. Si tu ne devais choisir qu'un seul plat ou qu'un seul ingrédient, ou peu importe, pour vivre jusqu'à la fin de tes jours, lequel ce serait ? L'avocat. Mais un avocat éthique, on est d'accord ? Oui. Ta vision du yoga en un seul mot ? Union. Ta posture de yoga favorite ? Scorpion. Et dernière question, pas des moindres. Maëva, si tu devais renoncer à un appareil électrique ou électronique de ton quotidien, lequel ce serait ? Mon téléphone. Tu pourrais facilement y renoncer ? Non, mais c'est ma volonté. C'est ta volonté. C'est bien. Mais c'est bien. On voit la discipline. Tu dis, il faudrait que quelqu'un me l'enlève pour que j'arrête d'être sur mon téléphone. J'en ai besoin pour construire, mais en vrai, si je pouvais faire sans, ce serait cool. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Maëva d'avoir discuté avec moi, d'avoir partagé ce moment et d'avoir partagé tout ton parcours et toutes tes idées avec les personnes qui nous écoutent. Merci à toi Marine, c'était un grand plaisir. Merci de me donner la chance de m'exprimer et continuer à faire ce que tu fais parce que c'est top. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de mon podcast Off the Mat.